Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Bonhiver. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, tu es la responsable développement RH en charge de l'accompagnement de la transformation digitale chez Crédit Agricole. On va parler un peu de ton parcours, mais ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, c'est que tu as une double spécialité. Tu es à la fois la femme de grands contextes internationaux et en même temps une amoureuse des grandes transformations. On y reviendra, mais tu as accompagné du coup des sujets comme la fusion Gaz de France et Suez, l'acquisition de GE Water Solutions. Et donc tu es aujourd'hui au sein du groupe Crédit Agricole, donc dans un secteur bancaire qui est en ce moment assez turbulent, puisque du coup challengé par des néobanques et puis en même temps une évolution fondamentale de son modèle bancaire. Bref, un beau programme pour aujourd'hui. Alors ma première question Stéphanie, aujourd'hui, quel est le métier que tu souhaitais exercer petite ? Alors, ça n'avait rien à voir avec les RH, quoique le monde de l'entreprise. J'ai toujours voulu être pendant de nombreuses années pédiatre ou gynécologue obstétricien. J'étais passionnée par les enfants, le fait de les faire naître, d'accompagner en fait les premiers pas dans la vie, l'évolution, enfin la vie, la naissance me passionnait. Le soin, quoi, finalement. Le aussi. soin, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a finalement fait sortir un petit peu du virage médecine ? Vers l'adolescence, j'ai été très attirée par le contexte très international. J'avais besoin peut-être de sortir de mon petit coin de Belgique. Et je me disais qu'un des moyens de le faire, c'était d'avoir des perspectives, des opportunités de métier très différentes. Et donc, de me tourner plutôt vers la gestion pour sans cesse satisfaire ma curiosité et ma soif d'apprendre. Ça peut paraître paradoxal, mais je trouvais que finalement, le monde de la médecine, tel que je le concevais ou je l'appréhendais à l'époque, était peut-être trop fermé et ne m'aurait pas permis de voir ailleurs, en fait, en termes de pays ou de métier. Et il faut s'arrêter quelques instants un peu sur ton parcours scolaire, parce qu'en fait, tu as un profil universitaire dans la recherche, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Belgique, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a que des universités qui sont très bien. Et donc, j'ai un parcours en gestion, donc j'ai plutôt, alors je ne sais pas quelle équivalence ça donne, je ne suis pas très forte dans les équivalences, mais un bac+5 en gestion. Qui m'a passionnée parce que c'était en lien avec la faculté de droit, de psychologie, de sociologie, d'économie. J'ai fait de la finance, des langues. Et puis, je me suis dit, au bout de ce parcours, j'ai envie de continuer à apprendre. C'est un peu mon moteur. Et d'aller à fond dans le développement de ces compétences. Et donc, j'ai fait un diplôme d'études approfondies qui me permettait de me préparer à faire un doctorat. Et en même temps, je me suis dit, je peux pas uniquement être dans l'académique, le théorique. Il faut que je teste, en fait, cette envie de faire de la recherche. Et donc, j'ai fait en parallèle un projet de recherche pour le Fonds social européen. Ce sont les nouvelles formes de travail et d'organisation dans un laboratoire de recherche qui s'appelait le laboratoire d'études sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les TIC. Les TIC, à l'époque. Mais du coup, c'était hyper passionnant et c'était sur 4 pays européens. Donc, la France, la Belgique, la Suède et l'Espagne. Et finalement, ça m'a permis en 2003 d'anticiper déjà ce qu'on vit à peu près. Enfin, je vais pas nous lancer des fleurs à l'époque, mais quand même un peu sur les évolutions des formes d'organisation, des formes de travail et comment ça questionnait le lien social. Et donc là, attends, tu es au FSE, on est en 2003. Oui, 2003-2004. Là, tu te dis ta conclusion après ça, La conclusion, c'est que je me suis dit, bon, c'est bien la recherche en entreprise, ça me passionne, mais comment être crédible et légitime sans avoir mis les pieds dans une entreprise et sans avoir porté de projet, exercé des fonctions avec des équipes. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je rentre dans ce monde de l'entreprise. Et en même temps, ça correspondait à un moment de ma vie personnelle où j'ai suivi mon compagnon en France. Il était français. Et donc, j'ai finalement assouvi, mais en n'allant pas très loin, mon désir de sortir de la Belgique et d'international. Voilà. Et donc, j'ai refait un diplôme d'études complémentaires, du coup, en France. Et pour avoir une équivalence ou une forme de... Alors, l'équivalence, c'était là en théorie, mais en pratique, c'était plus compliqué, parce que le modèle ou la culture française est plutôt pro-grandes écoles. Et donc, j'avais du mal à passer avec mon diplôme universitaire belge. Mais je suis super contente parce que j'ai fait un master en management des nouvelles technologies, donc dans un monde d'ingénieurs et un monde d'écoles de commerce. Et j'ai adoré en fait avoir cette double culture en fait et voir le monde des nouvelles technologies à travers les yeux des ingénieurs. Excellent. Et du coup, après cette dernière brique d'école, c'est là où tu te dis, OK, je franchis le pas et j'arrive dans la vie pro ? Exactement, j'arrive dans la vie pro. Alors toujours, en fait,
mon parcours de formation, mon parcours professionnel, tous les deux ont été drivés par vraiment l'envie de ma curiosité, la soif d'apprendre, de connecter des univers et des personnes différentes et d'être toujours à la fois dans je conçois et je mets en pratique. Donc voilà, ça explique un peu le fil rouge. Et donc, forte de ça, je me suis dit, si je veux vraiment booster mes compétences, me mettre au service des clients, être crédible aussi dans mon activité professionnelle un peu plus pratique que c'était le cas dans la recherche, il faut que je rentre dans le conseil. Et ça m'ouvrira aussi une diversité de perspectives, de thématiques, de problématiques, de clients, de sujets. Le conseil est une super école en plus. Exactement. Ouais. Et donc, ça m'a, pendant près de ça, presque 5 ans, oui, j'ai travaillé dans un cabinet en conseil en ressources humaines, management et organisation. Et j'avais un portefeuille de clients à développer. Donc, ça m'a passionné. Et là, du coup, tu vois une palette d'entreprises, de problématiques. Et c'est là où, ensuite, après, tu décides d'intégrer Engie. Engie, exactement. Okay, plus précisément, ça c'est pour la petite anecdote, je suis arrivée 1 mois avant la fusion entre Suez et Gaz de France. Donc, j'ai intégré Suez. Et puis après, j'ai adoré ces 5 années chez Engie, enfin chez Engie, GDF Suez à l'époque, mais c'était passionnant de voir l'évolution de l'organisation, l'évolution de la culture et de voir ça au niveau RH, comment ça se traduisait concrètement dans les différents projets. Et je m'occupais à l'époque d'un sujet un peu spécifique, particulier, la rémunération des dirigeants. Touchy. Oui, même pas la rémunération des dirigeants. Oui. CODIR, comité de direction, SMP, ou c'était... Oui, du COMEX, il y avait 804 dirigeants post-fusion. Et il fallait vraiment harmoniser la politique de rémunération, faire en sorte qu'elle traduise la stratégie, la nouvelle culture et politique RH, et puis la traduire concrètement dans des objectifs, des modalités de comparaison par rapport au marché, des modalités d'évolution de la rémunération. Un sujet qui ne fait que des mécontents, de façon générale, non ? Moi, j'ai adoré ce sujet de la rémunération parce que je ne l'ai pas résumé. Ça peut se résumer vraiment à un aspect très technique, c'est un monde très technique des RH, mais je l'ai vraiment appréhendé comme une modalité de traduction de la stratégie de l'entreprise, de sa politique RH, et de comment on veut gérer l'évolution des collaborateurs. Et ça en dit énormément, en fait, sur une culture d'entreprise. Et donc, je l'ai plutôt appréhendé comme ça. Et si on la justifie, on l'explique comme ça vis-à-vis, ça n'a pas toujours marché, mais vis-à-vis des dirigeants, des collaborateurs, en fait, ça permet de faire passer des messages et d'argumenter des prises de décision sans être purement sur les chiffres. Et quand on est dans une entreprise d'ingénieurs, souvent, les dirigeants ont tendance, les patrons, à nous emmener sur les chiffres parce que c'est plus facile à justifier. En fait, tout l'intérêt de ce métier-là, c'est de dire, voilà, je fais évoluer, par exemple, ta rémunération pour telle raison, parce que tu as rempli tels objectifs, parce que je vois ton évolution comme ça, plutôt que de dire, je fais évoluer ta rémunération parce qu'elle n'est pas assez élevée par rapport au marché. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Donc, à chaque fois, c'est de trouver la manière de parler de sujets techniques en lien avec la stratégie et la culture d'entreprise. Et du coup, là, c'est la première fois que tu es au sein d'un groupe vraiment très international. Oui. Un contexte de fusion, on le voit encore aujourd'hui. Enfin, c'est un univers, un secteur en tout cas qui bouge beaucoup. Mm-hmm. Et ensuite, tu reprends la casquette learning. Oui. Et diversité, une double casquette, c'est ça ? C'est ça. En résumé, oui, j'ai intégré ensuite une des branches du groupe Engie qui s'appelait Suez Environnement, qui est devenue Suez. Et j'ai fini par prendre la direction learning et diversité au sein de Suez, qui était une création de poste. Ah, c'était une création de poste ? Oui, parce qu'on a post-fusion, je vais faire de manière très simple. En fait, cette partie-là du groupe s'est déconsolidée d'Engie. Était complètement cotée en bourse et donc devenait indépendante et on n'a plus accès à toutes les formations de GDF, d'Engie University, pardon. Et donc, il fallait tout reconstruire. Et c'est reprendre un LMS, reprendre... Donc là, mais tu avais un background un peu learning déjà ou là, pour le coup, non, mais j'avais des équipes. Alors, j'étais parachutée responsable d'équipe du jour au lendemain. J'avais plutôt été dans des postures de chef de projet avec un collaborateur ou des alternants. Et du jour au lendemain, j'ai pris la direction de cette promotion. Équipe. Oui, je me suis posé beaucoup de questions en ce moment-là, mais c'était hyper intéressant. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur cette équipe, sur son expertise, son savoir-faire, ses complémentarités. Enfin, ça a l'air d'être une phrase un peu toute faite, mais je l'ai vraiment... ça a été vraiment une expérimentation hyper forte pour moi de voir que, en fait, si je déléguais, je lâchais prise, je m'appuyais sur l'équipe, on arrivait à faire de grandes choses et que la complémentarité des profils est vraiment clé. Excellent. Et comment tu fais, du coup, pour écrire un peu ton
ton plan, parce que tu pars un peu d'une feuille blanche. Je comprends qu'à ce moment-là, du coup, vous avez plus de LMS, vous avez plus de formation. Enfin là, vous repartez vraiment de zéro. Comment tu attaques finalement ce gros morceau? Parce que Suez, à l'époque, c'est quoi? C'est plus centaines de milliers de collaborateurs, présents dans tous les pays. Enfin, je veux dire, par où je commence, quoi. De manière très pratico-pratique, par des éléments, des petites choses, mais des éléments très concrets. Donc, on avait un LMS, mais qui portait pas forcément sur l'ensemble et dans lequel il fallait intégrer l'ensemble de nos contenus de formation. Et puis ensuite, je me suis encore une fois beaucoup appuyée sur la stratégie et l'évolution de l'entreprise. Donc, on passait à une marque unique, Suez, pour l'ensemble de nos activités, que ce soit eau et déchets. Donc, il fallait vraiment accompagner nos collaborateurs, en particulier les forces commerciales, pour qu'ils puissent parler de l'ensemble de nos métiers. Donc là, on avait un sujet très concret, développer des modules de formation pour comprendre les enjeux des marchés industriels sur lesquels on était présents, permettre aux collaborateurs de parler de Suez, travailler aussi sur le fait qu'ils établissent un réseau, qu'ils sachent à qui contacter si le client avait des questions plus spécifiques. Voilà, et ça, c'est un exemple très concret, mais tout de suite, je me suis dit, il faut que je donne vie à cette fonction learning, il faut que je l'incarne. Et donc, on a mis à plat avec l'équipe ce qu'on a appelé l'Académie Suez, avec 7 académies dedans, comme le leadership, le digital, le commercial, l'innovation. On avait un sponsor membre du COMEX pour chacune de ces activités, puis des parcours à la fois digitaux et puis en présentiel. Déjà, à l'époque, il y avait des premiers parcours digitaux? Il y avait on avait ce LMS, cette plateforme qui permettait de donner accès à du contenu. On travaillait beaucoup la communication, l'animation de ces contenus-là. Ça nous permettait de toucher tout le monde dans plusieurs langues, comme le groupe Suez était international. Et donc, c'était vraiment un levier clé. Et on aimait bien aussi tester de nouvelles approches. Donc, j'avais intégré dans cette académie un laboratoire d'innovation learning, où on testait des initiatives très différentes. On était aussi beaucoup à l'écoute des startups de cet écosystème. Ouais, parce qu'à l'époque, tu étais en quelle année là? Tu étais en 2015 Oui, c'est ça, 2016. Oui, ça doit être autour de 2016. Et c'est marrant, d'ailleurs, je viens d'y repenser, on faisait tous les mois ou toutes les 6 semaines, on réunissait nos communautés RH et on faisait pitcher des startups et ça s'appelait les startups RH contre-attaque. Sympa. Et donc, on voulait vraiment... Il y a une petite référence à Star Wars, ça, je me trompe pas? Exactement. Okay. Et on voulait disrupter un peu la manière de penser et de faire nos métiers RH. Et souvent, quand ça vient de l'externe ou quand on voit des solutions qui nous amènent à penser notre problématique différemment, ça donne des idées. Super. Tout le monde n'est pas... Parce qu'il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. En 2015-2016, on ne parle pas encore de Startup Nation. Il n'y a pas encore tout cet engouement autour du monde des startups. Toi, tu étais déjà dans cette mouvance. Faut sortir, s'inspirer un peu d'autre chose. Oui, j'ai toujours, comme je le disais, puis j'avais dans l'équipe aussi des relais forts, qui étaient très complémentaires de mon profil et qui me permettaient d'aller vers cet univers-là aussi. Mais j'adore connecter des mondes différents. Je trouve que c'est comme ça qu'on innove, qu'on pense différemment les choses. Et c'est aussi comme ça que je m'inspire beaucoup. Je suis capable d'aller, par exemple, à mon cours de danse le samedi et ma prof de danse va dire un truc et ça va me faire penser à la transformation managériale du groupe Crédit Agricole. Donc ça, c'est gymnastique là. Mais du coup, je crois beaucoup à ça parce que ça peut vraiment donner des idées et nous révolutionner un peu la manière dont on pense notre métier. Excellent. Et du coup, chez Engie, donc on le voit, première expérience. Ensuite, du coup, tu arrives chez Suez, tu poses les bases, tu structures et tu repars ensuite pour un autre univers qui, pour le coup, est ici en grand chamboulement, celui de la banque. Oui. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ton arrivée et nous expliquer quels sont les challenges en ce moment que tu découvres? Parce qu'on le voit, tu es sur des sujets de transformation digitale, donc tu es un peu au cœur du réacteur, super observé en ce moment dans le monde bancaire. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler? Oui. Et donc, toujours avec ce fil rouge, j'ai besoin d'expérimenter des univers différents. J'étais bien chez Suez, j'avais envie de voir autre chose. Puis je me suis dit, ça fait 10 ans que je suis chez Engie, Suez, j'ai une évolution assez naturelle et j'avais besoin de me challenger et donc de découvrir un autre secteur. Je me suis dit, le secteur bancaire, effectivement, c'est génial en termes de transformation. Allons-y. Et je suis d'abord rentrée sur un poste qui m'a permis d'appréhender vraiment le groupe, un poste purement RH qui visait à accompagner la transformation managériale. Donc, ça m'a occupée pendant 2 ans. J'ai accompagné ce qu'on appelle au sein du groupe Crédit Agricole le projet humain. Et le projet humain, en fait, ça vise à mettre vraiment nos collaborateurs en responsabilité par rapport aux clients, à être présents vis-à-vis de nos clients, dans un monde qui est de plus en plus processé et digitalisé. Donc, c'était vraiment comment renforcer la responsabilité, l'autonomie, la prise d'initiative de nos collaborateurs.
Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je sois, comme tu le dis, au cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, c'est la transformation digitale. C'est répondre aux attentes, aux nouveaux usages de nos clients par rapport à cette transformation digitale. Donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre cette équipe, ce pôle technologie et digital au sein du groupe, et d'accompagner sous l'angle RH cette transformation digitale. Et du coup, comment ça se passe? Parce que tu vois, moi, la banque, c'est un peu mes premiers amours. Tu vois, j'ai débuté et je vois aujourd'hui l'évolution du secteur qui est quand même très challengé parce que d'un côté, tu as les néobanques. On va pas les citer aujourd'hui, mais voilà, on les connaît. En même temps, on le voit, les compétences en interne sont aussi reconfigurées. On cherche des profils un peu plus data ou autres. Quels ont été tes premiers chevaux de bataille? Je me suis appuyée beaucoup sur le programme de transformation de l'IT à Horizon 2025 qui a vraiment défini les enjeux que tu cites, c'est-à-dire là où doit-on concentrer nos efforts pour moderniser notre IT et accélérer notre transformation digitale. Donc, on a vraiment les grandes lignes directrices autour de la data, de l'IA, la construction de plateformes communes, le maintien aussi des assets existants, hein, parce qu'il y a des gros mainframes qui tournent, notamment pour la banque de détail. Il ne s'agit pas d'aller tout détricoter. Là, les back-office font pleurer. Sinon, voilà. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là. Et a été identifié vraiment le sujet RH, comment des leviers clés pour mettre en œuvre cette stratégie, ce programme de transformation. Et l'ambition de ce programme que je porte, qui s'appelle le programme compétences, c'est très ambitieux, mais du coup, c'est très challengeant pour moi et j'adore. C'est assurer l'excellence des compétences IT et digitales des collaborateurs du groupe et leur adaptation en permanence. Et donc ça, c'est un peu le chapeau. Et derrière ça, pour être très concret, en fait, on a défini une série de projets très structurants pour rendre visible cet accompagnement RH. Ça va de la construction d'une académie du SI, du digital. Ça touche aussi au sujet au fait d'avoir une vision dynamique de nos compétences, de pouvoir savoir finalement au regard de nos enjeux de transformation, est-ce qu'on a les compétences pour faire, comment orienter au mieux nos formations, nos développements vis-à-vis de nos collaborateurs. On a le sujet de la reconnaissance et la valorisation de nos experts, de nos communautés d'expertise, et puis des sujets RH plus classiques, mais qui sont clés aussi dans ce dispositif, comme la mobilité, faire bouger les ressources au sein de ce grand groupe Crédit Agricole, donner des perspectives aux collaborateurs. C'est vraiment un levier d'attraction, de rétention, et puis aussi de développement des compétences qui est très fort. Voilà, de marque employeur également. Alors du coup, là, Stéphanie, j'ai plein de questions à te poser. J'imagine. Première question, c'est que nous, on est en start-up, on a plein de tech, tu vois, et je pense que toi, tu as une armée de développeurs au sein du Crédit Agricole, j'imagine. Comment tu fais déjà pour, les attirer, alors qu'aujourd'hui, je prêche un peu pour ma paroisse, excuse-moi, mais le monde start-up aussi attire un peu ce genre de profil. Bien sûr. Comment tu fais déjà pour les faire venir chez Crédit Agricole et comment tu fais pour les garder et leur dire, vous allez pouvoir grandir et vous développer chez nous? C'est tout le sujet presque du programme compétences. Je dirais qu'on a les mêmes, à une différente échelle peut-être, mais les mêmes difficultés ou challenges à recruter notamment des développeurs. Après, on se pose vraiment la question de quelle est notre valeur ajoutée et comment on travaille avec notre écosystème. Donc, quelle est notre valeur ajoutée au sein d'un grand groupe comme le Crédit Agricole? C'est de proposer des perspectives d'évolution au sein du groupe. Aujourd'hui, je peux être développeur pour la filiale de production informatique du groupe, par exemple, ou d'évolution des technologies du groupe. On a 2 grosses filiales sur ces sujets-là. Demain, je peux être développeur pour la banque d'affaires ou pour les assurances. Donc, c'est de dire, vous entrez au sein du groupe Crédit Agricole, vous avez une évolution des perspectives de développement. C'est aussi essayer de proposer des modules de formation, enfin un accompagnement vraiment en termes de développement des compétences qui soient au meilleur niveau possible pour leur donner à voir, qu'ils peuvent vraiment développer leurs compétences en temps réel au sein du groupe Crédit Agricole. Mais c'est un vrai challenge et c'est un vrai enjeu parce que ça nécessite de le faire à l'échelle du groupe. C'est un groupe très décentralisé, hein, ça fait sa force. Mais il faut qu'on arrive à capitaliser du coup sur la diversité des métiers du groupe Crédit Agricole. Et Stéphanie, tu évoquais tout à l'heure la notion de communauté. S'il y a quelque chose qui est très propre un peu à ces métiers tech, c'est cette dimension un peu peer-to-peer learning. Il y a une dimension assez open source. On partage finalement notre code sur des communautés et on l'améliore tous ensemble. Est-ce que tu as mis en place, déjà sous quelle forme as-tu mis en place ces communautés et comment est-ce que tu les utilises pour valoriser finalement l'expertise des uns des autres? Alors, on est en train vraiment de capitaliser sur ces communautés parce que pour partie, elles existent déjà de manière informelle dans le groupe.
Donc, il y a des contacts qui sont pris entre développeurs, ça commence vraiment à se structurer entre les entités. On anime une Dev Week au sein du groupe chaque année, sauf pour cause de Covid, où on réunit nos développeurs, où on organise des challenges. Et puis, dans le cadre du programme compétences que je porte, à travers l'Académie du SI du digital, on va vraiment capitaliser sur ces communautés pour partager, diffuser le savoir comme tu le dis. Excellent. Et alors, tu évoques l'Académie du SI du digital. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? Oui, elle est en ébauche, mais elle va se concrétiser très vite. C'est une académie, on veut vraiment qu'elle puisse s'appuyer sur toute l'univers du digital et de la tech, donc être vraiment un peu disruptif pour le monde du crédit agricole. Je dis disruptif parce que c'est une académie qui va mettre à disposition du contenu en temps réel, qui va pouvoir être personnalisé. On peut y accéder soit par soi-même, soit via des promotions, avec du contenu décalé, ludique, certifiant, non certifiant, bref, toute une série de choses. Mais surtout, le collaborateur va être en responsabilité par rapport à cette académie. Donc, on va pas être uniquement, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, dans la prescription de formation. Je vois mon manager en fin d'année, on discute de formation ensemble, je me vois prescrire une formation comme un médicament, et voilà, et ça m'arrive. Ce canal-là va toujours exister parce qu'on peut avoir un intérêt. Ce dialogue entre manager et collaborateur une fois par an est intéressant, mais il faut le compléter. Je sais qu'il y a des thèmes, tu vois, qui sont un peu en ce moment buzzword. On parle de NFT, de métaverse, etc., etc. Bon, il faut qu'on réatterrisse aussi 2 minutes. Quels sont les vrais sujets? Je te dis, OK, là, par contre, moi, c'est des sujets que je souhaite adresser parce qu'ils sont clés, cœur business. Alors, on est aidé avec ce programme de transformation de l'IT, notre stratégie de transformation à horizon 2025, et on a identifié 5 thématiques prioritaires pour nous qu'on va retrouver dans notre académie. C'est tout ce qui est data IA, cybersécurité, architecture, développement et méthodes agiles, parce que ces méthodes agiles nous permettent vraiment d'être en connexion complète avec nos métiers et d'être dans l'efficacité de la production. Et puis après, tout ce qui est un peu tendance, inspiration, on va le retrouver à travers d'autres leviers. Comme nos SI Amphi, on organise tous les mois un SI Amphi qui réunit les collaborateurs de la ligne métier SI en digital, dans lesquels on peut traiter de questions d'inspiration, alors NFT, métaverse, j'en oublie d'autres, mais c'est vraiment des questions qu'on adresse dans le cadre de ces SI Amphi. Très bien. Donc, en fait, tu as des grands streams et ensuite, dans le cadre de tes SI Amphi, tu peux mettre des tendances un peu plus ponctuelles. Super clair. Et une des questions, c'est que tu vois, en général, les populations tech sont sensibilisées de facto par leur profil sur tous ces sujets, ont une appétence. Comment tu fais ensuite pour embarquer un codir, groupe qui n'est pas forcément sensible à ces sujets et qui peut se dire, bon, ils se font mousser avec tous leurs sujets, mais moi, mon objectif, c'est juste mon PNB. Tu vois, tu fais comment? C'est une bonne question. Alors, je dirais qu'on est aidé par... il y a une forme d'alignement des planètes au sein du groupe sur le fait de se dire qu'il faut vraiment qu'on modernise nos technologies, comme d'autres groupes d'ailleurs, et qu'on accélère notre transformation digitale. Donc ça, cette compréhension du pourquoi on le fait, elle est là. Elle est partagée. Elle est partagée. Après, sur quoi ça va porter, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver, il y a encore vraiment un changement, comme tu le dis, de posture, un accompagnement de changement de paradigme pour que nos dirigeants, nos RH se disent c'est comme ça qu'il faut y aller, il faut faire confiance, et c'est pas effectivement un effet de mode passager. Un effet de mode passager, et voilà, c'est la manière dont on va y arriver, parce que in fine, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le définis. Je leur dis, on a un double enjeu. On a un enjeu pour nous, organisation, qui est d'avoir les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment, pour mener à bien notre transformation. C'est vraiment capital, le fait de se dire, j'ai les équipes pour faire. Et le deuxième enjeu, il est véritablement auprès des collaborateurs. Alors, c'est une population, comme tu le dis, qui a l'habitude de ça, mais c'est donner envie aux collaborateurs de se développer en permanence. Pas uniquement au sein de nos populations d'informaticiens, mais cet enjeu-là, il est clé pour qu'on puisse avancer. Donc, il faut vraiment qu'on pense nos différents sujets de cette manière-là. Très clair. Et dernière question sur le sujet data, culture IA. On le voit, tu es dans vraiment un département qui bouge, qui est peut-être le plus regardé parce que le plus innovant. Comment tu fais pour ne pas faire de jaloux et ne pas passer pour une espèce d'ovni sur des sujets un peu stratosphériques au sein de la banque? D'embarquer vraiment, c'est une très bonne question. Celle-là, elle m'anime souvent. On n'est pas dans cette posture-là. On le fait vraiment avec les différentes entités, avec notre communauté RH. Donc, on co-construit ensemble et on mûrit ensemble. Ça, c'est vraiment clé. Donc, on n'est pas un département détaché au sein du groupe qui détient la bonne parole. C'est pas vrai. Enfin, on a un groupe tellement
grand, tellement large, avec aussi beaucoup d'innovation en local, parce que c'est un groupe qui est très présent, qui est animé par son ancrage sur les territoires, et ça donne aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'input. Donc, on a l'humilité de se dire que voilà, la connaissance, elle est vraiment aussi dans notre communauté, qu'on doit capitaliser sur ces savoir-faire et trouver la bonne direction. Et aussi, à certains moments, se dire, j'ai un mandat groupe, je peux avancer, je vois que c'est comme ça qu'il faut faire au niveau du groupe, donc d'être vraiment dans la force de proposition sur certains sujets qui sont clés. Excellent. Donc oui, tu n'es pas une tour d'ivoire de l'innovation dans ton coin et tu travailles en collaboratif. Et du coup, alors là, j'arrive sur la partie peut-être un peu plus équilibre de vie privée, vie pro. Stéphanie, du coup, tu le disais, une connecteuse, tu travailles beaucoup, tu animes un écosystème interne, mais aussi tu es présente, on le voit, dans la sphère HR Tech. Comment tu as construit un peu ton équilibre de vie pour arriver du coup à ne pas te laisser déborder? Ou peut-être que tu te laisses un peu déborder par moment, dis-moi. Par moment, ça m'arrive comme tout le monde, je pense. Mais j'ai eu la chance d'être la directrice de cabinet d'un DRH j'avais un peu plus de 30 ans, mais qui m'a dit ta ressource la plus précieuse, c'est ton temps. Et en tant que dirigeant, moi, ma ressource la plus précieuse, c'est mon temps. Et donc, j'ai appris très tôt à gérer mon agenda, à gérer les réunions, enfin autant que faire se peut, mais vraiment à se dire le temps, c'est pas de l'argent, c'est pas ça, mais c'est une ressource précieuse. Et donc il faut vraiment que je gère super bien mon agenda pour pas dédier 2 heures à un sujet qui n'en vaut pas 2 heures. Donc ça, c'est vraiment, ça m'anime beaucoup, et puis de condenser un maximum mes journées. Parce que je me connais bien et je sais comment je travaille. Donc, moi, travailler après, je l'ai fait, mais après 21h, 22h, et puis j'y crois pas l'intérêt. Retravailler le week-end, j'ai fait pendant des années. Non. Enfin, je peux le refaire encore, je suis pas une... Personne m'écoute se dit, bon, en fait, tout va bien, c'est cool. Mais non, c'est un exercice, c'est un exercice de chaque instant de se poser ces questions-là. Et après, il y a vraiment des garde-fous pour moi, c'est-à-dire que j'ai un mental qui peut vraiment prendre possession de moi, me prendre la tête, me réveiller la nuit. Et donc, le moyen que j'ai trouvé, mais depuis toute petite, c'est de faire du sport, de faire en sorte que j'ai une pratique sportive qui me déconnecte. Tu t'es fixé des créneaux horaires, une activité en particulier que tu fais ? Je fais depuis toute petite, ça se voit pas forcément sur mon physique, mais de la danse, et notamment de la danse classique. Non, mais j'aime bien faire cette note d'humour souvent, mais c'est vrai que je fais quasiment 1m80, c'est pas le modèle de la danseuse classique pour le coup. Mais je fais beaucoup de danse, j'adore ça me mobilise mon mental, ça m'emmène dans l'art, la musique, ça me déconnecte beaucoup. Et puis, je fais du yoga parce que ça se glisse hyper facilement dans un emploi du temps un peu partout. Certain type de yoga ou de... Alors, le vinyasa pour les flows et puis le kundalini yoga que je fais. Mais alors, tout le monde nous parle du yoga kundalini. Là, je suis bluffée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots juste pour ceux qui ne connaissent pas le kundalini ? Alors, ça va être... Non, tout le monde a l'impression que c'est un yoga un peu perché. Moi, je n'y Non, j'ai croyais pas. Dit ça. Non, mais attention. non, mais j'anticipe. Je l'ai découvert pendant le confinement par mon coiffeur c'est d'où le monde, la connexion d'univers différents, qui faisait ses méditations et je le suivais sur Instagram et puis je vois un jour qu'il fait une méditation avec Lily Barbery qui a organisé qui est ultra connue. Oui, des méditations en direct sur Instagram et ça a été un peu ma bouée de sauvetage pendant le confinement tous les jours à 18h. Je m'arrête quand même, t'es un peu une Insta girl, je vois. Ouais. Ok, on retient. J'adore. Un peu trop d'ailleurs, faut que je gère mon temps par rapport à ça. Mais ça m'a fait vraiment basculer dans cet univers et j'adore les chants. Alors je chante hyper faux, mais ça me détend, ça m'emmène aussi ailleurs et ça me permet de maîtriser beaucoup plus mon mental et de prendre du recul. Mais le chant a des vraies vertus, hein. Oui. Et est-ce que, du coup, sur une autre note, est-ce que tu as des lectures qui t'ont un peu marqué ces derniers temps, des inspirations que tu souhaites partager avec nous ? Tu nous dis ça, il faut qu'on l'ajoute sur notre booklist 2022. J'ai un petit défaut, c'est que je ne me souviens jamais des titres de livres, mais... j'ai une note, je suis obligée, sinon après... J'avais une maman bibliothécaire, donc j'ai toujours eu l'habitude de lire énormément. Et c'est ce que je fais en premier le matin, mais je lis plutôt des articles sur mon univers professionnel. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Sorcière de Mona Chollet. Parce que j'avais pas forcément conscience de cette partie de l'histoire et comment on pouvait la relire sous l'angle des sorcières. Excellent, qui était paru aux éditions de La Découverte et qui est journaliste, essayiste, effectivement. Et qui du coup est en plus, je crois, en podcast sur, je crois que c'est Spotify ou Binge qui ont fait une série sur les sorcières. Excellent. Et est-ce que du coup, Stéphanie, dernière question, est-ce que tu as une inspiration, type phrase inspirante, motto, devise perso,
Ça peut être... Alors j'en ai plusieurs. Enfin, c'est toujours pour m'aider à rebondir ou avoir le verre à moitié plein. Je suis une éternelle optimiste, même si des fois, on tombe bas, mais je me dis que la vie apporte toujours de belles choses. Donc, il y en a deux. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que souvent, c'est ce qui... c'est pas impossible de faire ce que je fais dans certains groupes, mais il y a quand même des fois où on se dit bon, ça va être difficile d'y arriver. Faut y aller. Et puis une dernière phrase qui m'a beaucoup inspirée parce que j'ai eu pas forcément en tant que femme, mais je le regrette presque de le dire, mais c'est vrai que la question de la légitimité, de la crédibilité est une question un peu clé. Et surtout, comme j'aime bien être moi-même, je me dis mais finalement je suis jamais à ma place parce que je ressens pas ce qu'il faudrait faire. Et donc c'est qui es-tu pour ne pas oser briller? Et c'est une phrase de Margaret Williamson. Et en fait, si on la lit sous l'angle de qui es-tu pour ne pas oser briller? En fait, si on ose briller, si on ose être soi-même, faire passer la lumière, en fait, on donne la permission aux autres de le faire. Et donc, c'est finalement inviter l'autre à se développer. Donc, j'adore cette phrase et je l'utilise souvent vis-à-vis de mes amis ou de mon réseau proche parce que je trouve qu'elle est très forte. Super. On va rester sur cette note poétique et inspirante. Merci beaucoup Stéphanie pour ce très beau témoignage et à très bientôt, amis de la RH.